Voilà, bonjour. On peut tous se mettre en ligne pour ce live ce soir sur le glioblastome avec l'association des étoiles dans la mer. Alors voilà, je vous attends. Vous pouvez brancher vos micros. On y va. C'est quand vous voulez. On y va. On y est. C'est Ok. parti. Voilà, parfait alors. Bon, je vous laisse vous présenter donc l'association des étoiles dans la mer avec Laetitia. Oui, voilà, je partage en même temps sur la page en même temps de notre association des étoiles dans la mer. Je vérifie que ce soit dit, parce que sinon c'est compliqué pour eux. Donc notre association est assez récente, elle date de mars 2019. Elle a été fondée dans le but d'aider exclusivement la recherche contre le glioblastome, qui est un cancer du cerveau grave qui, à l'heure actuelle, n'a pas de traitement curatif et qui touche les enfants comme les adultes. Mhm. Donc, il existe plusieurs sortes de tumeurs cérébrales, des bénignes, des malignes, et le glioblastome est le grade 4 du gliome, donc la forme la plus grave, qui représente la moitié des tumeurs cérébrales par an en France. D'accord. Donc, c'est quand même assez conséquent, avec une médiane de vie de 14 mois. Mhm. Donc voilà, l'association date de mars 2019 et depuis maintenant un peu plus d'un an, on a fait beaucoup d'actions qui ont permis de lever des fonds pour justement aider la recherche médicale. Mhm. Donc voilà, on a déjà financé un projet qui est mené à l'Institut du cerveau et de la moelle sur Paris. Un autre versant qu'on souhaite développer activement, qui est des recherches épidémiologiques pour pouvoir justement traiter cette tumeur. Il faut la comprendre. Et comme on ne sait absolument pas quelle est l'origine de ce cancer, voilà. Donc il y a toute cette partie-là aussi. L'association aussi a pour objectif d'aider les familles qui sont touchées par cette maladie. Elle est assez complexe dans la mesure où aussi c'est le cerveau qui est touché avec tout les différents organes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il n'y a pas de traitement, puisqu'on n'est pas appuyé par les laboratoires pharmaceutiques, contrairement à de nombreuses maladies chroniques. Donc voilà. D'accord. Alors, on abordera aussi un autre sujet qui est gérer la maladie en période de pandémie, en période de Covid-19 et donc de confinement également, toutes les difficultés que ça peut engendrer aux personnes souffrant de glioblastome, comme d'autres maladies d'ailleurs. Mais ici, bon, on parlera principalement aujourd'hui du glioblastome. Alors, on avait une petite vidéo à montrer déjà qui explique un petit peu où en est la recherche sur la maladie avec un projet qui s'appelle le projet Gliotex.
n'est-ce pas? Auquel je pense que vous d'ailleurs, vous aidez à la participation, vous participez pardon, à aider à financer ce projet en partie avec vos dons, vos événements. Donc on va se regarder une petite vidéo, donc pendant, quelques petites minutes, je vous demanderai de faire un peu de silence, de couper vos micros ou de simplement regarder. Voilà. Et plus spécifique. Comme vous l'avez compris, la recherche prend énormément de temps. Évaluer les médicaments selon les procédures habituelles va prendre énormément de temps. L'objectif du projet Gliotex, c'est véritablement d'établir une autoroute thérapeutique pour accélérer l'évaluation des médicaments au laboratoire et faire arriver au lit du patient, dans le cadre d'essais cliniques, les médicaments qui ont le plus de chances d'être efficaces. Cette recherche, pour l'accélérer, il y a bien sûr besoin d'expertise, de collaboration entre les équipes, de la participation des patients et de moyens pour avancer encore plus vite. Donc en effet, le soutien à la recherche nous permet d'avoir accès à des instruments de pointe et du matériel spécialisé, notamment pour travailler avec nos modèles cellulaires qui requièrent des conditions particulières de culture. Un soutien à la recherche permet d'accélérer notre travail pour pouvoir développer de façon encore plus efficace les médicaments pour les amener vers la clinique. La recherche de grande envergure n'est possible que grâce au soutien de nos institutions, nos tutelles, mais également grâce au soutien des donateurs, et en particulier les donateurs de l'association Les Étoiles dans la mer, que nous remercions énormément pour leur soutien au programme de recherche Gliotex. Voilà, donc explication du projet Gliotex, qui, on l'espère, pourra, porter ses fruits et trouver de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions pour aider les patients et pourquoi pas des possibilités de guérison, hein. Donc voilà, à quel problème, se confrontent aujourd'hui les patients? D'abord, peut-être les autres se présenter un petit peu, Laetitia, Oui, l'autre Laetitia. Présenter un petit peu, dire, pourquoi tu es là, pourquoi tu participes à ce live? oui. C'est surtout, premièrement lié à la suspension, le plus important pour nous, c'est la suspension de tous les traitements pour une durée indéterminée pour le moment, et on n'a que ça. On n'a que les traitements qui nous font espérer en quelque sorte, et là du coup, on se sent un peu lâché, c'est le mot, impuissant, et voilà, c'est mon mari qui en est atteint depuis août 2019, et ça reste très compliqué pour nous d'accepter, de comprendre ce genre de choses qui est assez important. C'est assez difficile, à vivre déjà la maladie. Je pense, enfin j'ai été, moi-même confronté à une maladie qui n'est pas le glioblastome, mais qui est similaire, qui était un cancer du cerveau, bon là qui n'était pas dû à un glioblastome, mais qui était une autre forme de cancer du cerveau. Mais donc je sais très bien ce que c'est que d'être confronté à ce genre de maladie. Je connais l'issue, généralement, dramatique, hein, que ça comporte et toutes les difficultés du traitement. Des traitements très lourds de chimiothérapie, de radiothérapie, des opérations parfois aussi nécessaires. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que quand on écoute le point presse, le soir du professeur Salomon, et on l'entend toujours dire que les personnes qui ont besoin, qui nécessitent des soins de santé, autres que ceux malades du Covid, peuvent se rendre dans les hôpitaux, peuvent recevoir leurs soins, qu'ils les invitent d'ailleurs à le faire. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans la réalité des faits? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est tout à fait le contraire qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'il en est exactement pour vous, en tout cas?
Ben, à ce jour, tous les rendez-vous sont décalés. La chimiothérapie a été suspendue. Non, c'est réellement le cas. Il n'y a plus de soins jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a plus de soins jusqu'à nouvel ordre. C'est très Donc, différent en fait en fonction des établissements. En fait, c'est Stéphanie qui a le logo là, des étoiles dans la mer, qui est en bas, là, que les gens ne voient pas, qui m'a alertée, donc elle témoignera, du non-maintien des traitements. Et donc voilà, donc en fait, il y a un groupe Facebook qui est le Glio et nous. Et donc sur ce groupe fermé de malades et de familles, j'ai demandé à ce que les familles me disent voilà ce qu'il en était de leur traitement. Donc, il y a des familles auxquelles c'est maintenu et d'autres, ça ne l'est pas. Donc, il y a des IRM qui sont complètement annulés dans certains établissements de santé. C'est primordial pour voir l'évolution de la maladie. D'autres, on remplace la chimiothérapie par des comprimés et des situations comme Laetitia ou son mari, le traitement est complètement arrêté. Et moi, j'ai donc voulu rejoindre l'équipe de Laetitia pour me battre et gagner des sous, apporter de l'argent aux bibliothèques et tout ça, pour combattre cette maladie qui laisse qui fait vivre les gens en enfer et leurs familles aussi, et qui nous laisse tous démunis. Et je me suis proposée aussi pour aider les gens du groupe qui sont justement en ce moment perturbés par le problème du Covid-19. Et j'ai donc notamment eu une jeune fille dont la maman a un glioblastome et qui avait fait le masque, enfin qui était prête à faire la radiothérapie. Et puis on l'a rappelée en lui disant non, non, on fait plus la radiothérapie, on laisse tomber, on va commencer une chimio et ben, ça fera pareil, voilà. Sauf que la chimio, du coup, on la commence pas avant le 20 avril. Donc cette dame, je crois qu'elle est malade, ça fait 3 mois qu'on repousse une chose l'autre, et au final, cette dame, on lui a dit c'est pas grave, avec la chimiothérapie et la cortisone, ça va faire pareil, ça ira très bien quand même. Donc sa fille, eh ben, évidemment, elle est anéantie parce qu'elle voit bien que rien n'est fait pour aider la maladie, quoi. Voilà. Donc, au moment du Covid-19, ben, on sent bien que un certain nombre de personnes sont oubliées dans cette histoire de glioblastome. Voilà. tout à fait. Et Stéphanie, quant à toi, le logo des étoiles dans la mer? Alors, écoutez, moi j'interviens parce que bon, c'est ma maman qui est impactée, enfin qui est touchée par cette maladie, suite à une crise d'épilepsie. Il faut savoir qu'il y a en général aucun prémisse, aucun symptôme qui peut annoncer, cette maladie terrible. On entend quand même des mots très violents, incurables, temps compté,
radiothérapie, chimiothérapie, mais qui de toute façon, on le sait, voilà, n'ont que pour but de la survie. Alors on bascule déjà quand même dans voilà, dans une dimension, abominable à vivre et c'est vrai que le Covid aujourd'hui vient un petit peu plus, on va dire que le Covid aujourd'hui met quand même les familles encore plus dans l'isolement, sans traitement, sans solution. Moi, je dirais aussi que ce qui me touche particulièrement, c'est que le corps médical n'a même pas de mots pour expliquer la situation. On entend en suspens, on entend on calcule le bénéfice-risque et effectivement, il y a quand même beaucoup de disparités d'une région à l'autre. Donc, moi, j'avais aussi intégré le groupe Facebook le Glio et nous. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ce n'était même pas en fonction des régions qui étaient le plus impactées par le Covid-19 que les soins étaient suspendus. Donc, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, le temps est compté, effectivement, mais on ne peut pas voir les malades. Ceux qui sont hospitalisés sont coupés également de leur famille. Donc, voilà, il y a quand même aujourd'hui, je pense, à alerter le pouvoir public sur le fait que certaines pathologies, probablement pas que le glioblastome, mais voilà, vont être quand même des dommages collatéraux de cette crise sanitaire. On entend souvent dans les médias, je pense, la notion de personnes vulnérables, personnes fragiles. On entend les personnes âgées. Mais voilà, qu'en est-il de ces maladies comme les cancers, notamment Ah, le glioblastome, où finalement, on n'en entend pas spécialement parler. Voilà pourquoi j'interviens aujourd'hui. tout à fait. Et c'est clair qu'on n'entend pas beaucoup parler, on n'entend plus beaucoup parler en tout cas des autres maladies. Tout est concentré sur ce fameux coronavirus qui est bien une maladie bien présente et grave également. Enfin, et en tout cas, d'autant plus grave pour les personnes qui sont immunodépressives, comme le sont les personnes qui ont un cancer, les personnes qui ont le sida ou d'autres types de maladies encore peuvent affaiblir fortement le système immunitaire. Donc effectivement, le confinement, comment vous vivez le confinement avec enfin, comment les patients gèrent le confinement? Le fait de ne pas pouvoir, déjà en temps normal, je suppose qu'ils doivent prendre des précautions par rapport aux personnes. Si on est malade, ben, il vaut mieux éviter d'aller chez eux. Mais là, maintenant, en période comme ça de corona, vraiment de confinement, comment ces gens, ces patients peuvent gérer ça, en gros? Moi, je Bon, peux. moi, Ah, je pardon. peux juste dire que c'est très rapide de mon côté, pardon. Ça va être très rapide. C'est juste que ils se sont mis de côté, délaissés. C'est plus important de le soigner ou de faire ce qu'il y a à faire. Voilà, ça s'arrête là. Mmh. Donc Et le moi, moral je voulais oui, dire que sur le groupe, quand on regarde, on voit que les gens qui ont eu le malheur de laisser leur conjoint, enfin la personne malade dans un SSR ou dans un endroit de soins palliatifs, n'ont plus accès à ces personnes. Et quand on a vécu la fin de personne, de voir à quel point c'est nécessaire à leur survie de pouvoir voir quelqu'un de leur entourage qui leur est familier, coupé du monde comme ça, ces pauvres gens, moi je trouve ça presque criminel, quoi. Enfin, voilà, moi j'ai pas eu à le vivre et je plains beaucoup quand je vois les témoignages sur le groupe des gens qui vivent ça, moi je les plains énormément. Voilà. Il y a même des situations qui sont totalement dramatiques. Là, encore ce soir, en fin de journée, j'ai eu une autre politicien dont le mari est en soins palliatifs hospitalisé, donc du glioblastome. Et là, ça a été il y a vendredi, en fait, les médecins qui le suivent lui ont dit bon ben voilà, maintenant il faut libérer des lits et à partir de mardi, ben, vous allez l'avoir à la maison en hospitalisation domicile, mais sans lui indiquer d'ailleurs qui, comment, quoi, quelle est la démarche à suivre. Et pour elle, c'est très très compliqué parce que quand cette maladie touche des jeunes personnes, ben, elle a 2 jeunes enfants. Donc déjà 2 jeunes enfants en confinement, c'est compliqué. Sur du soin palliatif, c'est-à-dire soin palliatif terminal,
parce qu'on lui a exprimé comme ça. Et on lui a dit qu'il ne mourrait pas, enfin, qu'il mourrait lentement, donc il ne pouvait pas le garder 3 à 6 mois comme ça. Donc voilà, il y a toute cette complication aussi liée au contexte, certes, mais qui met les familles dans des situations qui sont impossibles. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer mettre en place pour pouvoir aider ces personnes, pour pouvoir déjà briser cette solitude qui est une souffrance supplémentaire, ajouter déjà à la maladie le fait d'être séparé des siens, de ne pas pouvoir les voir, c'est encore pire, surtout quand on sait, et malheureusement, que le temps est compté. Donc, on veut profiter de tous les moments. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait, en tout cas, tenter de faire pour un peu soulager ce genre de souffrance à ces personnes? Est-ce que des choses sont mises en place? Est-ce qu'il y a des comités d'entraide? Est-ce que, Ben, là, c'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau, comme l'explique Maryse. Nous, on a alors le bureau de l'association des Étoiles dans la mer, et pour le bureau, des présidents, trésoriers, secrétaires, ce sont des soignants, puisqu'il y a beaucoup de soignants qui sont investis dans l'association et ils sont sollicités notamment donc, dans les unités Covid. Donc là, en fait, assez rapidement, il y a un groupe qui s'est mis en place de bénévoles, dont fait partie Maryse, de soutien. Et moi, avec l'accord des personnes qui sont adhérentes, même y compris des non-adhérents, hein, évidemment, il y a eu un soutien d'un certain nombre quand même de bénévoles avec c'est presque du 1 pour 1, donc il y a eu quand même un rapprochement de fait, mais c'est une écoute. Mais ça Oui, reste c'est ça. Ça remplace pas la visite ou la présence, quoi. non, non, c'est clair. donc ça Alors, on reste avait quelque répondu à chose. un appel à projet qui, dommage, n'a pas été retenu par notre agence régionale de santé Occitanie, qui était une mise en place d'outils virtuels, en fait, de liens, notamment de télémédecine, de manière très, très personnalisée. Et en fait, on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant parce que c'est déjà compliqué, en fait, le glioblastome dans le suivi, parce qu'il y a des IRM tous les 2 mois et la plupart du temps, c'est des chimiothérapies qui sont comprimées. Donc, entre 2 IRM, eh ben, les familles sont déjà un peu désœuvrées, sans rendez-vous, sans suivi, et puis avec toutes les complications cognitives qu'on peut avoir, des troubles du comportement, des chutes, des gestes qui ne se font plus, enfin tous les troubles, quoi. Donc voilà, c'était pour pouvoir avoir ce lien et avec les patients et avec les familles. Bon, après, ça remplace pas, comme dit Maryse, l'humain. Et que font les agences régionales de la santé à ce niveau-là? Je veux dire un peu, je ne sais pas si vous êtes tous de la même région ou pas, mais par région, par rapport à votre région, à vous, qu'est-ce qui est mis en place par l'agence régionale de la santé? Est-ce que quelque chose est mis en place ou est-ce que simplement, voilà, ils gèrent le plus urgent, ce qui est pour eux, pour l'instant, le coronavirus et puis les autres maladies? Bah, Laetitia, par exemple, pas Laetitia Pradin, mais la Laetitia que j'ai eu au téléphone ce soir, elle a contacté l'ARS justement de sa région suite à la décision sans concertation pour la mise à domicile de son mari. Mmh. C'est l'agence régionale de santé qui est en train d'essayer de trouver une solution. D'accord. Donc les agences régionales de santé, quand même, dans certaines régions, bougent et essayent de faire, des choses en tout cas. Est-ce qu'il y aurait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un moyen de faire réagir, les le niveau supérieur, on va dire, monsieur Non, Salomon, moi, je pense pas, gouvernement? personnellement. Pas en ce moment, quoi. Pas en ce moment. Tout est occupé par le coronavirus à l'heure actuelle. Et moi, j'ai un retour sur l'Oncopole de Toulouse. Et à l'heure actuelle, les ambulances de ma petite ville n'ont plus le droit d'aller à l'Oncopole parce qu'elles sont réquisitionnées pour le coronavirus. Et donc, du coup, il faut aller amener sa famille ou son malade, soit même en voiture. Enfin, et à l'heure actuelle, il y a un maximum d'IRM et de consultations qui sont annulées sur l'Oncopole. Voilà. Donc, à mon avis, les ARS, c'est pas leur souci du moment, quoi. À nous, pas à moi, mais aux familles de gérer leurs difficultés comme elles Mmh. peuvent, je pense. J'ai bien l'impression, quoi.
De notre côté, c'est également l'Oncopole de Toulouse. Il y a quand même un sérieux problème de disparité parce que certains ont quand même les soins et d'autres pas. Donc, on n'arrive pas à avoir la réponse du pourquoi. De quoi d'autre? Je n'ai pas compris, pardon. Nos ambulances, nos ambulanciers, nous, ici, ils sont disponibles. Ah ouais. Mais nous, non. Dans le Tarn, ils ne vont plus à l'Oncopole. Ils vont sur Albi pour le coronavirus ou voilà. En sachant que l'Oncopole, ça reste quand même un centre à part, il n'y a pas de cas de Covid, c'est une unité vraiment à part. Ouais. Donc, c'est encore plus incompréhensible. Voilà. Ouais, c'est ça, oui. En fait, les familles doivent se battre. Elles se battent déjà contre la maladie et elles se battent maintenant pour être soignées contre cette maladie. C'est complètement ahurissant. Et Stéphanie, par exemple, elle peut parler de sa situation. C'est pareil. Ok, les soins ont pu être obtenus, mais à quel prix? À quel prix? En se battant pour pouvoir être soignée. Ce qui n'est quand même pas normal. Non. Même si on est en période, on va dire, de pandémie, ce qui est un fait, même s'il y a des urgences, c'est pas normal qu'on doive se battre pour avoir des soins qui sont tout aussi vitaux, on va dire, qu'une personne atteinte du corona qui doit se faire hospitaliser, même en soins intensifs. Je veux dire, ce sont quand même des maladies lourdes, des pathologies lourdes. Tous les cancers sont des pathologies lourdes en général, mais celui-là l'est encore plus puisque très handicapant physiquement. On va peut-être regarder une seconde vidéo où on comprend un peu mieux la maladie. C'est une petite vidéo aussi de 5 minutes qui explique un petit peu les symptômes de la maladie, donc les problèmes que peuvent rencontrer les gens. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Plus spécifique. Comme vous l'avez compris, la recherche prend énormément de temps. Évaluer les médicaments selon les procédures habituelles va prendre énormément de temps. L'objectif du projet Gliotex, c'est véritablement d'établir une autoroute thérapeutique pour accélérer l'évaluation des médicaments au laboratoire et faire arriver au lit du patient, dans le cadre d'essais cliniques, les médicaments qui ont le plus de chances d'être efficaces. Cette recherche, pour l'accélérer, il y a bien sûr besoin d'expertise, de collaboration entre les équipes, de la participation des patients et de moyens pour avancer encore plus vite. Donc en effet, le soutien à la recherche nous permet d'avoir accès à des instruments de pointe et du matériel spécialisé, notamment pour travailler avec nos modèles cellulaires qui requièrent des conditions particulières de culture. Un soutien à la recherche permet d'accélérer notre travail pour pouvoir développer de façon encore plus efficace les médicaments pour les amener vers la clinique. La recherche de grande envergure n'est possible que grâce au soutien de nos institutions, nos tutelles, mais également grâce au soutien des donateurs, et en particulier les donateurs de l'association Les Étoiles dans la mer, que nous remercions énormément pour leur soutien au programme de recherche Gliotex. Voilà, donc là on comprend effectivement que la recherche est toujours en cours, que cette recherche nécessite des fonds. Alors là aussi, quels sont les problèmes rencontrés du fait du corona? On s'en doute un petit peu. J'avais vu sur la page de l'association donc ce qui était prévu logiquement. Mais Laetitia, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler de ce qui était prévu, ce qui ne l'est plus du fait du corona est mis en stand-by, et de ce que tu prévois pour pallier à ça, ou les pistes que tu as en tout cas pour continuer à pouvoir aider à la récolte de fonds pour ce projet? Alors, assez rapidement, effectivement, nous avons pris la décision, même avant d'avoir les mesures de confinement plus sévères, ou en tout cas plus, voilà, de suspendre, en tout cas de reporter la chaîne de nage qu'on avait prévue fin mai, déjà parce que, effectivement, les membres
actifs du bureau étaient sollicités et qu'on ne pouvait pas être sur les deux. Enfin, c'était pas possible, quoi. Donc, on a souhaité assez rapidement reporter cet événement. On espère pouvoir le faire dès que ce sera possible. Et puis, en plus, on ne voulait pas. Voilà, il y a des familles qui viennent de très loin, il y a des malades, justement, qui viennent aussi de loin et on ne veut pas ils sont vulnérables, donc on ne veut pas que les soucis soient de leur santé en les exposant. Voilà. Et après, il y avait le projet de Maryse, si tu veux. Oui. On devait faire un concert parce que mon mari était musicien, donc tous les musiciens, on avait fait faire une super soirée très festive et caritative pour récupérer des sous et on avait eu beaucoup de mal. On avait mis la date du 21 mars. On pensait tout passer à travers les mailles et on est tombé en plein confinement. Donc, on reporte après l'été. Mais une journaliste qui m'a fait un article extraordinaire et du coup, tout un tas de gens qui n'étaient pas au courant encore que mon mari était décédé m'ont écrit et m'ont envoyé des sous. Donc, j'ai déjà une enveloppe avec plein de chèques et tout. Et je trouve que c'est déjà bien, quoi. Et plus l'article qui a sensibilisé les gens qui ignoraient toute cette maladie. Donc, voilà, on n'a pas déjà juste remué de l'air, on a agi un petit peu, quoi. Voilà. C'est ça. C'est vrai que c'est une maladie qui est assez peu connue, Ouais. même si le pourcentage, on l'a vu, est un peu est quand même assez important dans la population. Mais c'est une maladie qui est encore très peu connue, malheureusement. Laetitia, je cru voir sur ta page que tu avais déjà d'ailleurs depuis quelques années, je crois que c'était 2015, la première nage dans l'eau glacée, si mes souvenirs sont bons. Non, je n'étais pas du tout adepte de ce type d'activité. Alors, qu'est-ce qui a lancé ce défi alors? En fait, c'est venu très rapidement les semaines qu'on suivi le décès de mon mari. D'accord. Je n'étais pas particulièrement nageuse, je faisais de la plongée sous-marine, mais pas de la nage, quoi. Et puis c'est venu comme ça, mis bout à bout, c'était nager pour la recherche contre le SMI. Et puis là, j'avais rencontré un coach qui m'a donné tout un programme pour faire 18 km qui ont eu lieu en juin 2019. En fait, à partir du moment où ça s'est su, puis ça a été médiatisé, etc., il y a eu beaucoup d'amis qui se sont ralliés et ça nous a permis aussi, voilà, les membres du groupe de nous retrouver pour une partie déjà fin juin. Il y en avait beaucoup qui avaient fait le déplacement. Il y en a beaucoup qui ont suivi à travers les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, entre-temps, sont décédés. Et il y en a beaucoup qui, parmi ces décès, ont souhaité que des fonds levés soient destinés à la recherche, donc entre autres pour des étoiles à la mer. C'est pour ça que les sous qui ont été donnés fin janvier, ce sont des histoires fortes derrière tout ça. Ce sont des histoires de vie qui se rallient ensemble pour une cause commune et essentielle de santé publique. Donc voilà, mais non, je n'étais pas adepte de tout ça, non. Bon, comme il était nageur extrême, après il y avait eu de l'eau glacée. C'est ça. En tout cas, très bel exploit et très très belle manière de lever des fonds que de relever des défis. Les actions, ça permet de médiatiser, en fait, c'est ça l'objectif. C'est la médiatisation pour pouvoir parler de la maladie. Le concert, c'est super parce qu'en même temps, c'est un moment fort humainement. Voilà, Michel était musicien, donc ça a une valeur hyper importante. En même temps, la médiatisation, voilà, permet de faire parler. Il y a des familles aussi, comme en Bretagne, la famille Turcot, qui a organisé tous leurs amis. Ils ont été très, très aidés par beaucoup de monde. Ils ont organisé des journées de portes ouvertes. Il y a eu aussi Marie-Jo dans le sud-est. Toutes ces actions, déjà, ça permet d'agir, donc de ne pas être que à subir et de médiatiser et de faire connaître la maladie qui, effectivement, est peu connue, alors que pourtant, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer chez les enfants et la troisième chez les adultes. Tout à fait. Et effectivement, comme tu dis, ça peut jouer sur les trois tableaux, c'est-à-dire médiatiser la chose, rendre la maladie plus connue, faire savoir aux gens, récolter des fonds pour aider la recherche et en même temps, c'est aussi une façon pour les personnes atteintes de la maladie de se sentir, on va dire,
entendu, écouté, vu et aussi de parfois penser à autre chose, je suppose, puisque, beh, quand ils participent à ce genre d'événements, de montée de fonds, bah, ça les change un petit peu de leur quotidien qui n'est pas toujours très drôle. On sait que c'est pas évident de vivre avec ce genre de maladie. On n'a pas encore beaucoup entendu Stéphanie qui a beaucoup parlé à un moment et puis là, on ne l'entend plus. Stéphanie, elle, qu'est-ce qu'elle pense qui pourrait être fait pour aider un peu, bah, déjà l'association, hein, et aider aussi également les personnes, qui sont en souffrance dans cette maladie? Alors, bon, moi, voilà, la première proposition que j'avais fait avec à Laetitia, notamment, c'était déjà de trouver peut-être un parrain qui pourrait porter un peu la parole au plus grand public. Effectivement, moi, avant, je ne connaissais pas cette maladie, donc on se retrouve un peu projeté comme ça dans ce monde infernal. Heu, Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de besoins aussi au niveau hospitalier. Moi, j'entends beaucoup les médecins aujourd'hui parler de protocoles, de suggestions. Alors, il serait bien d'aller voir un kiné, il serait bien d'aller voir un orthophoniste et en même temps, voilà, il n'y a pas de contact privilégié, il n'y a pas d'équipe pluridisciplinaire, hormis, le radiothérapeute et l'oncologue. Et je pense qu'il y aurait matière quand même à créer vraiment, tout un parcours qui pourrait accompagner le malade, parce que là, finalement, les malades et les accompagnants, bah, se trouvent complètement démunis et il y a quand même, une grosse je pense, un gros stress, sur le fait que, bah, si on ne trouve pas un protocole adapté, un parcours de soins adapté, effectivement, on n'est pas dans l'action, comme dit, Laetitia et on subit et le fait de subir, je pense que bon, c'est malheureusement, bah, la pire des choses, parce que Mmh. de toute façon, le cerveau, on le sait, hein, le cerveau, c'est la gestion des émotions, c'est voilà, il a besoin d'être stimulé. Donc, il y aurait matière à créer quand même un parcours peut-être plus étayé, autour des malades. Mhm. Ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je pense qu'en tout cas, bon, sur la question du parrainage, je me suis un petit peu engagée. Donc j'espère qu'on aura des réponses, notamment de personnes connues puisque, bah, effectivement, cette maladie, elle n'est pas si isolée que ça. Donc ça touche aussi des personnes qui ont une notoriété et j'espère qu'on aura, prochainement l'occasion, d'avoir un soutien qui permettrait en tout cas à un large public, d'être sensibilisé à cette cause. Mmh. Très bien, effectivement, des personnes, connues, bah, ou pas d'ailleurs, ou moins ou peut-être plus, sont pas à l'abri d'être, aussi touchées par cette maladie. Certaines le sont, même si c'est pas médiatisé non plus ou pas toujours. Le parrainage, oui, c'est une bonne chose. Est-ce qu'au niveau de l'association, vous avez un système déjà de dons, de parrainage qui est en place, pour je pas spécialement des personnes, qui sont connues, mais pour, je veux dire, monsieur tout le monde qui voudrait participer à aider l'association à la levée de fonds? Est-ce qu'il y a des possibilités de 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 vous aider à ce niveau-là? Alors, jusque-là, on n'avait pas de site internet, donc on a un réalisateur bénévole qui nous fournit justement tous les reportages que vous avez pu voir, Mmh. qui va nous faire un site internet au courant du mois d'avril, qui permettra de faire des dons en ligne. Parce que l'heure actuelle, c'est sous forme de soit chèque, soit espèce, soit RIB, donc en virement bancaire. Donc il faut que les personnes vraiment fassent la démarche, soit d'adhérer, soit de faire Mmh. un don de cette manière-là. Et c'est vrai que de dématérialiser pour faciliter l'accès aux dons est une première chose. Après, on attend toujours, vous savez, il existe des plateformes de collecte parce qu'on est une association, donc on peut faire des reçus fiscaux avec des déductions fiscales de 66%. Mmh. Et donc, il existe des plateformes comme Alvarom, etc., où on peut faire des fiches sportifs, et c'est comme ça qu'on avait levé des fonds pour la RTC. Et pour ça, il faut attendre un papier des impôts.
Et ce papier D'accord. des impôts, ça va faire 1 an qu'on est association et qu'on n'a toujours pas reçu le papier des impôts. Donc, voyez-vous, nous sommes dans l'attente de ce document pour pouvoir faire les démarches voilà, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec participent à la course de un tel, hop, plateforme Alvarom, et c'est une cagnotte Mhm. qui va directement pour l'association, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Après, c'est malheureux, mais ce qui s'est passé aussi beaucoup voilà, cette année, c'est qu'il y a eu des décès dans les groupes et dont certains ont souhaité que ça parte pour l'association. Et là encore aujourd'hui, il y a eu un courrier voilà, avec un décès qui a eu lieu et les gens ont fait des chèques à l'enterrement en fait, pour l'association. Donc voilà, c'est une manière de pouvoir aussi encore contribuer à aider la recherche qui arrangeait la personne. Et après, voilà, il y a toutes les actions. On a fabriqué des goodies aussi, avec des maillots de bain, des bonnets de natation, Mhm. des verres, voilà, des t-shirts aussi, mais qui seront en vente et qui permettent de lever des fonds aussi. Ça, c'est quand même très important. Et après, on a des soutiens le soutien du club de rugby de Montpellier, on a le soutien dans des écoles aussi scolaires. En fait, chacun est libre de pouvoir organiser aussi. Il y a des choses qu'on fait, qui sont faites, qui sont faciles à faire un peu partout. Dans beaucoup des sorties d'école, c'est incroyable. Les gens sont. Et s'ils ont été prévenus en amont de pourquoi c'est, etc., il y a une générosité qui est énorme. Et ils ne peuvent même pas donner 2 € pour une part de gâteau. Ils donnent beaucoup plus que ça. Donc, Mhm. ça permet aussi de faire connaître et de lever des fonds. Voilà, il n'y a plus de goûter à la sortie d'école possible. C'est ça, il n'y a plus d'école, les clubs de sport ne tournent plus non plus, donc difficile pour eux en même temps de récolter des fonds puisque bah, le club de rugby, je prends comme exemple, puisqu'ils ne peuvent plus jouer, en tout cas plus en public, c'est vrai que ça devient très compliqué et qu'il serait peut-être temps que le ministère se bouge et vous fournisse alors le document nécessaire à pouvoir faire la levée des fonds, puisqu'effectivement, c'est une association loi de 1901, si j'ai bien vu. Donc, tout est transparent, tout est clair, tout est net. Qu'est-ce qui justifie ce retard du document? Est-ce qu'on vous donne une réponse? Ou simplement c'est la lenteur habituelle Administrative, vraiment. administrative? Il y a des relances qui sont faites, c'est compliqué. Ouais. Ouais, après, il y a des partenariats. Voilà, on cherche aussi des partenariats avec des entreprises. Il y a déjà des entreprises qui ont fait des dons, puisque les entreprises aussi peuvent déduire fiscalement ces dons à hauteur de 60%. Mhm. Donc voilà, il y a eu des dons aussi comme ça. Voilà, après c'est pareil, hein, pour acheter des goodies, il faut pouvoir se déplacer. Donc il faut réinventer. Après, on peut aider aussi d'une autre manière. Voilà, là, on a essayé d'aider aussi de manière non matérielle deux enfants qui sont atteints du glioblastome de 12 et 14 ans. On a lancé une bouteille à la mer parce qu'ils rêvaient de rencontrer Soprano. Donc voilà, on essaie de voir pour faire des vidéos personnalisées, on essaie d'agir autrement au-delà de l'aspect financier de la recherche. C'est aussi important. Tout à fait. Tout à fait. Bon, on va regarder une troisième et pas dernière, parce qu'il y aura une toute dernière vidéo après de la remise de chèques. Vous expliquerez de quoi il s'agit d'ailleurs. Voir un peu quels sont les besoins au niveau de la recherche nécessaire. Voilà. Plus spécifique. Comme vous l'avez compris, la recherche prend énormément de temps. Évaluer les médicaments selon les procédures habituelles va prendre énormément de temps. L'objectif du projet Gliotex, c'est véritablement d'établir une autoroute thérapeutique pour accélérer l'évaluation des médicaments au laboratoire et faire arriver au lit du patient, dans le cadre d'essais cliniques, les médicaments qui ont le plus de chances d'être efficaces. Cette recherche, pour l'accélérer, il y a bien sûr besoin d'expertise, de collaboration entre les équipes, de la participation des patients et de moyens pour avancer encore plus vite. Donc en effet, le soutien à la recherche nous permet d'avoir accès à des instruments de pointe et du matériel spécialisé, notamment pour travailler avec nos modèles cellulaires qui requièrent des conditions particulières
de culture. Un soutien à la recherche permet d'accélérer notre travail pour pouvoir développer de façon encore plus efficace les médicaments pour les amener vers la clinique. La recherche de grande envergure n'est possible que grâce au soutien de nos institutions, nos tutelles, mais également grâce au soutien des donateurs, et en particulier les donateurs de l'association Les Étoiles dans la mer, que nous remercions énormément pour leur soutien au programme de recherche Gliotex. Donc voilà, en fait, on le comprend, c'est comme pour toutes les recherches, les besoins nécessaires sont des fonds et toujours des fonds. C'est vrai que la recherche coûte très cher. Alors on sait aussi que pour l'instant, beaucoup de chercheurs sont sur autre chose, hein. Beaucoup cherchent un médicament pour le corona. Beaucoup cherchent un vaccin pour le corona, beaucoup cherchent qu'est-ce que le corona, tout simplement. Donc parce que évidemment, il y a toujours une petite course aussi dans la recherche pour le premier qui trouvera le médicament miracle ou le traitement miracle et qui dégotera le brevet. Qu'est-ce qu'il en est pour l'instant au niveau de la recherche? Elle est toujours bien active, toujours bien là, toujours bien présente, je le constate. Mais quelles sont ces avancées? Est-ce qu'il y a eu des grosses avancées récemment ou est-ce que c'est un petit peu freiné par le corona? Ou est-ce que le corona n'impacte pas du tout la recherche à ce niveau-là? Peut-être que c'est une question un peu technique pour vous, mais voilà, c'est une question qui peut se poser également. De recherche, quel est leur impact? On les a pas eu là, enfin, en tout cas concernant ceux avec qui on est en contact depuis le Covid, quoi. Vu le contexte, tout le monde s'est affairé avec ses contraintes professionnelles donc, de Covid, en tout cas concernant du bureau, mais après, donc non, elle n'a pas contacté depuis. On ne peut pas dire s'il y a un impact ou pas d'impact. Effectivement, c'est des métiers où c'est difficile de faire en télétravail de la recherche, quoique il y a beaucoup de recherches aussi bibliographiques qui peuvent être faites. Oui. Donc voilà, après, là, normalement, début avril, il devait y avoir, parce qu'en fait, pour le projet Gliotex, ils testent donc des molécules sur des tumeurs prélevées au niveau de la chirurgie. Et il y avait une des molécules qui était assez prometteuse, sauf que quand ils l'ont testée chez l'animal, ça n'avait pas été aussi efficace que ça ne le démontrait sur des prélèvements en boîte. Et donc voilà, donc là ils ont modifié en fait, des modifications de la molécule pour faciliter le passage de la barrière hémato-encéphalique. En fait, il y a une barrière dans le crâne qui empêche en fait l'efficacité des chimiothérapies. Donc ils avaient procédé à des modifications et on devait avoir les résultats d'ailleurs au début avril. Donc il serait intéressant effectivement d'avoir un retour si c'est possible concernant ce projet-là. Et après, il y a d'autres projets qui sont menés aussi dans d'autres centres, qui sont intéressants aussi. Donc voilà, on va aussi financer d'autres projets. Et voilà, il y avait cette volonté vraiment importante de financer aussi la partie épidémiologie, parce qu'encore une fois, voilà, on ne connaît pas la cause du glioblastome, elle tombe sur les gens sans raison connue. Donc c'est important on ne sait pas. Donc comme on ne sait pas, c'est difficile de s'en prévenir, en fait, c'est pas de la prévention. Tout à fait. C'est toujours le problème de ce genre de maladie, effectivement. Quand on ne connaît pas la cause, c'est difficile de faire de la prévention. C'est même difficile de soigner une maladie dont on ne connaît pas la cause. Et les épidémiologistes, ils ont très très peu de moyens. Au niveau de la recherche, c'est vraiment la dernière roue du carrosse au niveau de la recherche. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très important aussi. Hein. Voilà. Est-ce que, on ne sait pas, est-ce que la 5G aura des effets sur le cerveau? Donc c'est quand même assez inquiétant.
Mais on ne va pas chercher après, est-ce qu'il y a des enjeux financiers, économiques? On ne sait pas tout. On ne sait jamais tout, c'est clair. Des enjeux financiers, bah, certainement qu'il y en a. Il y en a toujours, hein. De toute façon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, donc sans argent, on ne sait pas faire grand-chose. Après, voilà, est-ce que un virus est plus important qu'une autre maladie? Est-ce que, oui, d'accord, on est en période de pandémie. Euh, En même temps, bon, voilà, énormément de choses et d'autres cours pour l'instant, bon, sans rentrer dans les détails parce qu'on n'est pas là pour parler du Covid-19, mais sur les chiffres annoncés, sur les tests, sur le nombre de personnes testées, le mélange qui pourrait être fait de personnes décédant et qu'on mettrait comme cause du décès le corona alors qu'il ne le serait pas a priori. Enfin, tout ce genre de choses qui se passent actuellement. Plus, ben, effectivement, le fait que effectivement des gens ne soient plus soignés pour leur pathologie, hein. Donc, en l'occurrence ici, le glioblastome. On sait que d'autres personnes se plaignent aussi pour d'autres maladies, pour des traitements aussi lourds, on va dire, des personnes qui ont des insuffisances rénales, etc., qui rencontrent aussi des soucis à suivre leur traitement. Donc, ben voilà, l'appel est lancé aux instances supérieures, à Monsieur Véran et au professeur Salomon, de peut-être voir et de dire enfin aux Français ben, ce qu'ils font réellement pour les autres malades, pour les autres maladies que le Covid, bien que, étant, il faut le reconnaître, une maladie assez importante, qui fait énormément de morts. Ben, je pense que l'un dans l'autre, on n'a pas, enfin, j'ai pas les chiffres là du taux de mortalité dû au glioblastome par année à l'échelle mondiale, mais on sait que c'est quand même des chiffres importants aussi, comme pour d'autres maladies. Donc peut-être que ne pas mettre en suspens les personnes qui ont un besoin vital de soins euh, au, au- au profit d'une pandémie, tout simplement. Alors la vidéo, les petits extraits de vidéo qu'on a montrés ce soir font partie d'une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus explicative et très, très bien faite, qui sera diffusée sur votre groupe, je pense, prochainement. Tu peux Il y a me la dire? vidéo du témoignage sera diffusée la semaine prochaine, effectivement, sur la page des Étoiles dans la mer, et l'intégralité de la vidéo sur la recherche a été diffusée ce midi. Alors les liens de la page Facebook, du compte Twitter et de l'Instagram euh, de l'association sont mis en lien. D'après ce qu'on me dit par ma collègue dans les commentaires, elle n'a pas su les mettre en tête de live, mais ils seront mis par la suite. Donc les personnes auront tout loisir d'aller visiter la page Facebook, le compte Twitter ou Instagram de l'association des étoiles dans la mer, de voir un petit peu ce qui s'y fait. Moi, j'y ai fait un tour. C'est une page très intéressante avec beaucoup de messages d'espoir, je trouve, malgré tout. Ce que j'ai pu y voir, c'est plus des messages d'espoir que des messages de désespoir, même si effectivement, il y a pour l'instant, on va, pour le dire un peu grossièrement, des coups de gueule à donner parce que des choses pas normales se passent au niveau des soins, au niveau un peu bah voilà, on abandonne un peu ces personnes-là, tout comme on a abandonné nos personnes âgées dans les EHPAD pendant tout un temps. De la même façon, on les laisse sur le côté, on les ignore. Mais enfin voilà, moi je trouve que ce que fait l'association en tout cas est superbe. Et de nouveau, je le répète, cette page qui pourrait a priori faire peur en se disant ouh là là, une page de personnes qui sont en souffrance, qui sont malades, ça peut peut-être faire peur, mais pas du tout. C'est une page très bien faite avec énormément de messages d'espoir, de bonnes initiatives, de bonnes idées, de choses mises en place superbes. Tout est possible. Là, Il y a même eu des petits qui sont envoyés, qui ont rapporté quand même 1 400 €. voilà, voilà. Oui.
Donc, justement, on a une petite vidéo d'une remise d'un chèque au professeur qu'on a vu sur la vidéo plus tôt. Donc, on va regarder cette vidéo et là, je vous invite par contre à commenter un petit peu toutes les quatre, puisque cette vidéo a été montée dans l'urgence aujourd'hui et on n'a pas le son. Donc, très bien fait. Donc, nous expliquer un petit peu d'où venait l'argent et voilà comment s'est passée la remise. On va suivre. Donc là, ça a été à la RTC, mais via un compte dédié exclusivement pour le projet Gliotex. Voilà. Ce qui est hyper important pour nous, c'est que ce soit pour la recherche du glioblastome. Voilà, ça c'est très très important. Donc voilà, et c'est toutes ces histoires de vie. Il y a eu beaucoup de dons au départ de notre entourage, de l'association, des amis, la famille, des décès en plus. Et après, donc voilà, toutes les familles, il y a beaucoup de familles qui ont parlé de l'association autour d'eux, ils ont fait des actions. Et c'est ensemble, de toute façon, on n'est rien seul. Rien. Donc là, c'est ça aussi qui est chouette, c'est que voilà, de pouvoir se rallier autour d'une cause qui est quand même un problème de santé publique majeur, de pouvoir le dire, de pouvoir en parler, de pouvoir alerter aussi les pouvoirs publics. Et c'est notre rôle aussi. Donc, puis on n'a pas notre langue dans notre poche. Donc, je pense que... Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, je me permettrai de garder contact avec vous, avec la page, votre page en tout cas, pour avoir un peu le suivi et peut-être qu'on pourra faire de temps à autre le point sur la situation, s'il y a eu des avancées, pas d'avancées au niveau, je veux dire, de la délivrance des soins, au niveau de la recherche, enfin à tout niveau. Voilà, est-ce que... Le moment pour nous, hein, enfin, moi je trouve, hein, c'est cette reprise des traitements dans la période du Covid. Ça, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Voilà. D'entendre qu'il faut que les gens continuent de se traiter pour les maladies chroniques, pour les maladies, etc. Et de voir en parallèle des situations telles qu'on les fait remonter, c'est juste pas normal. Il faut qu'ils le sachent. Donc là, ça a été remonté, hein, ça a été remonté, puisqu'il y a une députée qui a remonté les informations à M. Véran lors d'une conférence visio hier soir. Donc maintenant, on attend, mais pas trop longtemps non plus. C'est ça. Effectivement, il faut que la réponse vienne très très vite parce que c'est clair que cette maladie gagne du terrain très rapidement. Alors ça, on ne l'a pas peut-être expliqué, mais les tumeurs au cerveau ont cette particularité qu'elles grossissent très très vite. Elles se développent très très vite, tout en endommageant le cerveau, en le compressant, donc en abîmant des parties du cerveau qui d'après la position de la tumeur, peuvent provoquer des problèmes de vue, d'ouïe, d'odorat, plus grave encore, des problèmes locomoteurs, des problèmes, certains ne savent plus marcher, plus bouger, ça peut entraîner enfin voilà, des tas de problèmes d'après la position de la tumeur. Ces tumeurs grandissent très, très vite. Effectivement, si la chimiothérapie est arrêtée, que les rayons sont arrêtés, la radiothérapie, logiquement, enfin moi, dans mon souvenir, souvent c'est une combinaison des deux qui est faite. On combine la radiothérapie avec la chimiothérapie pour empêcher les tumeurs de grossir trop vite. Si tout ça est arrêté, effectivement, ça va conduire à des drames dans très peu de temps. Une perte de chance. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que Stéphanie, voilà, quand elle a alerté, c'est tellement important. En fait. Je pense qu'il faut tous qu'on arrête de subir
des dommages collatéraux, il y a des choses très très bien au niveau de la santé, il y a des choses qui sont critiquables. Et la critique constructive permet de faire avancer les choses. Donc c'est vraiment très très important voilà, on est tous acteurs de notre santé et de pas voilà. Et la preuve en est, la maman de Stéphanie, hein, tu peux en témoigner, tu peux obtenir ses traitements finalement, une programmation. Hein, Steph? Tout à fait, avec beaucoup d'insistance, mais voilà, en tout cas, c'est programmé. Après, c'est vrai qu'en tout cas, la notion d'IRM aujourd'hui, elle est toujours en suspens. Donc, il y a aussi cette notion-là à prendre en compte, puisque si on ne peut pas évaluer l'évolution de la tumeur, je pense que de toute façon, les traitements doivent aller de pair avec les IRM. Oui. Il y a beaucoup à faire encore. Donc le message qu'on passe ce soir est un message à nos politiques, hein, de peut-être réagir et très, très rapidement, réagir dans l'urgence, peut-être plus vite qu'ils l'ont fait face à une pandémie, une épidémie qui s'est transformée en pandémie, de réagir dans l'urgence en se disant que voilà, il y a des gens qui ont besoin de soins, qu'on ne peut pas laisser de côté, qu'on ne peut pas oublier, et que voilà, l'appel est lancé à Monsieur Véran. Alors, j'espère que le live de ce soir aura son utilité à ce niveau-là aussi, que ça aidera un peu à faire circuler l'information. Il y a un problème. Pardon? Il est neurologue, il connaît bien le problème. Il est neurologue, exactement, donc il connaît le problème. Donc, on espère que le live de ce soir aura contribué, en tout cas, à faire connaître un peu plus et attirer la sonnette d'alarme donc sur cette situation, on va dire dramatique, parce qu'elle est dramatique, de personnes qui ont besoin de soins, que ce sont des soins vitaux, des soins nécessaires, des soins dont on ne peut absolument pas se passer. C'est pas des petits traitements, ce sont des traitements lourds qu'il est obligatoire de donner, et on ne peut pas ne pas les dispenser. Donc voilà, l'appel est lancé. J'espère que le live sera repartagé et revisionné, et que les gens prendront conscience du fait que oui, il y a le Covid-19, mais pas que. Pas que. Donc voilà, alors j'inviterai tout le monde à aller visiter la page Facebook, hein, les liens seront mis, ils sont déjà dans le fil d'actualité, mais ils seront remis en tête de live juste après le live, et aller visiter la page, et peut-être tout le monde comme on peut le faire pour applaudir nos infirmières tous les soirs, ou nos services de santé, simplement des petits hashtags à Monsieur Véran et à Monsieur Salomon sur Twitter, en leur rappelant qu'il y a d'autres maladies que le Covid, qu'il y a d'autres maladies, et que ces maladies doivent être prises en compte et doivent être soignées. On ne peut pas laisser les gens à l'abandon comme ça, et que le confinement, même s'il a son intérêt, même si effectivement il est nécessaire, bien voilà, ça reste une souffrance supplémentaire pour certaines personnes. Alors, si on peut parfois faire des petites accroches au confinement dans certains cas, pourquoi ne pas aussi mettre en place des choses? Effectivement, il faudrait pour cela que les personnes qui veulent aller visiter un patient et les gants, les masques nécessaires, ça c'est encore un autre problème. Mais voilà, peut-être permettre aussi mettre des choses en place pour aider ces personnes à supporter au mieux, en tout cas, le confinement, et leur permettre de recevoir leurs soins, tout simplement. Voilà, je vous laisse peut-être le mot de la fin à chacune votre tour, peut-être commencer par Laetitia. Moi, j'ai juste un petit mot à ajouter. Tout simple, on est conscient de la pandémie, de tout ce que ça engendre derrière, mais n'oubliez pas nos malades pour autant. Voilà. Stéphanie? Écoutez, moi, j'ai juste une chose à dire, c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et que bon, il est nécessaire qu'il y ait une prise de conscience effectivement des pouvoirs publics, et voilà, et de faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de soins de qualité et rapidement. Voilà. Maryse?
Moi, la même chose, qu'il faut que cette maladie soit vulgarisée un peu plus au niveau du public et qu'on prenne conscience de la gravité de cette maladie qui peut toucher tout le monde et qu'il faut vraiment que la recherche avance et que ça bouge pour cette maladie parce elle est terrible, quoi. Voilà. Laetitia, le dernier mot de la fin, Un relais, dernier message. un relais solidaire, mais de la part aussi de nos médias, comme vous le faites vous, et on vous remercie parce que c'est important. Et il faut remonter haut, très haut. Quand on met les responsables face à des risques, ils ne peuvent pas se cacher. Donc voilà, si ça remonte, il y aura forcément des actions derrière. Donc c'est grâce et avec la contribution des journalistes aussi. Et une pensée bien évidemment pour toutes les familles impactées déjà par le glioblastome et encore plus dans le stade de Covid. Et un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent tous les jours pour soutenir les familles. Voilà, effectivement, pensez à toutes les personnes qui sont dans la souffrance, dans le besoin en cette période de pandémie, plus qu'un autre temps encore. Et bravo à vous toutes qui avez témoigné ce soir, qui avez apporté ces témoignages précieux et permis de faire peut-être connaître un peu plus la maladie et les problèmes de soins de santé dont sont victimes les patients. Donc voilà, on va se quitter ici. On va peut-être se retrouver après pour un petit débriefing, voir quelles ont été vos impressions. On va terminer le live. Donc, je souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci à vous. Oui, merci à vous aussi.